Bonjour chers amis, dans la vidéo chapitre 21, nous avions abordé les différents types de mastic et le masticage. Vous trouverez le lien de cette vidéo en haut et à droite de la présente vidéo ou dans la description. Dans la vidéo chapitre 22 dont vous trouverez le lien dans la description, nous avions abordé la réparation des erreurs de masticage. Effectivement, nous avions colmaté une grande brèche avec du mastic AK à l'eau, mais il s'était rétracté car peu adapté à ce type de brèche. Dans cette vidéo, nous allons aborder un mastic plus adapté aux grandes brèches, le mastic époxy. Nous allons utiliser dans notre cas le milliput. Mais avant cela, nous allons aborder quelles sont les différentes utilisations de l'époxy. Les utilisations sont très variées. Comme nous voyons ici, on peut faire une table avec un décor assez spécial. Là, c'est un décor de plage. D'ailleurs, cet époxy est utilisé dans les dioramas, plus particulièrement les dioramas de chemin de fer, pour faire des simulations de rivières. On peut utiliser aussi l'époxy pour faire des inclusions, c'est-à-dire mettre des petits objets à l'intérieur. On retrouve généralement ce type d'objets inclus dans des parallélépipèdes ou dans des petits cubes, mais on peut aussi les retrouver dans des petits bijoux avec des formes diverses et variées. L'époxy peut aussi servir de primeur ou d'apprêt, plus particulièrement dans les carrosseries où il a un effet anticorrosif. L'époxy est aussi utilisé dans certains revêtements de sol. L'époxy peut aussi servir de colle, plus connue sous le nom d'araldite. Comme nous le voyons, c'est une colle bicomposant composée de la résine et d'un durcisseur. Mais cela est valable pour tous les époxys que je vous ai montrés avant. Pourquoi maintenant je vous montre un pont? C'est un pont qui est situé en Russie et dont les blocs de béton ont été assemblés grâce à de l'époxy. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'un tube de colle ou d'un pot de colle, il s'agit d'un époxy un petit peu particulier à l'échelle industrielle. Mais cela nous rapproche quand même un petit peu du maquettisme et on aurait envie de dire que c'est du maquettisme à l'échelle 1/1. Et enfin, une autre utilisation de l'époxy, c'est celle dont on va se servir pour notre maquette, c'est le mastic époxy. Maintenant que nous avons présenté ce qu'est l'époxy, comme nous sommes dans le tuto débutant premier niveau et que j'ai dit que dans ce tuto on évitera tout ce qui est toxique, nous allons donc parler de la toxicité éventuelle de l'époxy et plus particulièrement dans notre cas du mastic époxy. Alors, le mastic époxy est-il toxique ? On va comparer divers produits. Je vais d'abord parler par exemple du primaire Tamiya. On a les idéogrammes suivants qui sont inflammables et toxicité moyenne. Pourquoi c'est inflammable? Tout simplement parce que c'est un apprêt de type plaque en bombe qui contient donc des gaz propulseurs comme le propane et le butane, qui sont donc inflammables, mais qui contient aussi des solvants organiques qui sont aussi inflammables. Mais ces solvants organiques sont aussi toxiques. Maintenant, si nous regardons l'idéogramme du mastic Tamiya, nous voyons qu'il est inflammable. Cela est dû tout simplement à des solvants organiques. Et quand on veut diluer le mastic Tamiya, il y a l'idéogramme toxique. Mais en fait, on pourrait regrouper les deux, car les solvants organiques sont inflammables, mais sont aussi toxiques par un dégagement de vapeur. Maintenant, si l'on regarde le mastic AK à l'eau, nous voyons qu'il n'y a aucun idéogramme de toxicité, donc c'est pour ça que j'avais utilisé ce mastic. Mais comme je l'ai dit dans le chapitre 22 dont vous trouverez le lien dans la description, ce mastic AK se rétracte assez facilement sur les grandes brèches. Et donc j'avais dit qu'il fallait prendre un autre type de mastic. Donc le mastic en question était le milliput, qui est un mastic époxy. Et si nous regardons l'idéogramme, nous voyons apparaître l'idéogramme de toxicité. Par contre, il n'y a pas de solvant organique, donc pas de dégagement de vapeur de solvant organique. Maintenant, si nous regardons la définition de chaque idéogramme, nous voyons que pour le milliput, cela correspond à nocif ou irritant. Maintenant, nous allons nous intéresser aux idéogrammes qui représentent un danger pour la santé. Nous voyons que sur le milliput, il est inscrit danger moyen ou chronique, irritant, sensibilisant, et avec comme conséquence, empoisonne à forte dose et irrite la peau ou les voies respiratoires à son contact, peut provoquer des vertiges, somnolence ou allergies. Et par conséquent, il y a des précautions à prendre et nous voyons qu'elles sont identiques à celles d'un danger aigu toxique. Donc si nous remontons au danger aigu toxique, nous voyons qu'il faut porter des lunettes, des gants, un masque et des vêtements protecteurs.
Et pour les types de produits, nous voyons ici acide oxalique, acétone, ça nous étonne pas, puisque l'acétone est retrouvé dans les peintures de type lac, ammoniac, carbonate de sodium, eau oxygénée, térébenthine, mais nous ne retrouvons pas l'époxy. Or, il est inscrit comme idéogramme nocif ou irritant. Or, il y a différentes formulations chimiques de l'époxy plus ou moins toxiques, mais il y a aussi différentes quantités que l'on utilise. Par exemple, si l'on utilise l'époxy pour le revêtement de sol, il faut forcément avoir un masque, des gants, des lunettes et un vêtement protecteur. Mais pour faire des revêtements comme une table, c'est identique. Il faut aussi avoir ce même type de protection. Et même pour des plus petits objets, comme des inclusions, il faut aussi avoir ce type de protection. Effectivement, la plupart des personnes qui utilisent de l'époxy, que ce soit pour des petits revêtements ou des objets où l'on peut inclure des choses, ils utilisent généralement des bouteilles en moyenne de 300 millilitres et ça va jusqu'à 6 litres. Par exemple, ça peut être des bouteilles de 1 litre où il faut mélanger en quantité identique la résine et son durcisseur. Or, ce mélange dégage de la chaleur et éventuellement dégage des vapeurs. Car pendant que le durcissement se fait, effectivement, la température augmente et ça peut provoquer même des mini-ébullitions et on peut retrouver des petites bulles dans la résine. Donc là, c'est pareil. Si vous utilisez des bouteilles comme cela avec de la résine qui est liquide, il faut effectivement porter un masque, des gants, des lunettes et un vêtement protecteur. Mais voilà, ce phénomène est très aléatoire. Des personnes peuvent utiliser la résine et son durcisseur et faire le mélange sans protection et ne rien avoir du tout. Ou comme des personnes peuvent passer juste à côté pendant la période de durcissement et se retrouver avec des crises d'asthme. Donc ce phénomène aléatoire est dû en partie à un phénomène sensibilisant. Or, il existe différentes formes de résine époxy. Là, nous voyons ici de l'époxy liquide, donc avec la résine et son durcisseur qu'il faut mélanger en quantité égale. Là, nous voyons de l'époxy en gel dans la colle araldite qu'il faut mélanger aussi en quantité égale. Et là, je vous présente l'intérieur de la boîte de milliput, où cette fois-ci, l'époxy n'est ni en liquide ni en gel, mais solide sous la forme de pâte à modeler. Il faudra aussi mélanger en quantité égale. Donc finalement, quand il est inscrit que ça peut être irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires, il est bien évident que si on prend de l'époxy liquide et qu'on va mélanger les deux bouteilles, ça va produire de la chaleur, voire même une petite ébullition. On peut avoir des projections de résine au niveau de la peau, de l'œil et même des voies respiratoires. Un petit peu moins avec la colle et pas du tout de projection au niveau des yeux et des voies respiratoires au niveau de l'époxy solide. Donc l'époxy liquide est plus nocif que l'époxy solide qui est beaucoup plus sûr. Par ailleurs, il est reconnu que l'époxy solide est moins toxique que l'époxy liquide et même beaucoup plus sûr. De plus, quand bien même la réaction du mélange entre la résine et le durcisseur dégagerait beaucoup de chaleur, nous voyons ici que c'est des grosses bouteilles. Alors qu'ici, le dégagement de chaleur, on va juste couper un petit bout de résine et un petit bout de durcisseur pour faire notre mastic époxy. Donc, outre que c'est moins toxique, la quantité sera beaucoup moins grande. Donc, au final, nous voyons qu'il y a peu de toxicité pour le mastic époxy. Mais alors, vous vous direz pourquoi il y a cet idéogramme où il y a marqué danger moyen ou chronique, irritant, sensibilisant. C'est tout simplement, comme toute matière, cela peut donner des allergies cutanées et des dermatoses. Or, l'époxy est beaucoup plus pourvoyeur d'allergies cutanées que d'autres produits. Et cela peut donner en particulier de l'eczéma. Donc la précaution qu'il faut prendre qu'on va mélanger la résine avec le durcisseur et en faire une petite boule comme de la pâte à modeler, c'est d'utiliser des gants. Par ailleurs, il existe un autre danger potentiel, c'est qu'une fois que cet époxy a durci et devient sec, quand on le ponce, les poussières sont toxiques. Mais on verra pour le ponçage après. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la toxicité principale de ce mastic milliput est la sensibilité cutanée. Donc, il faudra mélanger avec des gants. On peut utiliser des gants en latex, évidemment si vous n'avez pas d'allergie au latex. Mais il est préférable d'éviter de toucher directement avec les doigts ce type de produit. Il peut aussi bien ne rien se passer, comme il peut y avoir un phénomène sensibilisant et irritant, qui d'ailleurs n'apparaît pas forcément tout de suite, mais qui peut apparaître des fois plusieurs semaines après.
Pour ceux qui me suivent, ils ne vont pas être étonnés que je vais parler maintenant de chimie. Il ne s'agit pas d'approfondir la nature de chaque molécule, mais de comprendre dans les grandes lignes ce qui se passe et pourquoi quand vous mélangez la résine avec le durcisseur, le produit chauffe pendant le mélange. Donc voilà la résine et voilà le durcisseur. Pour la résine, une des formules possibles est celle-ci. C'est le bisphénol A époxyrésine. Pour le durcisseur, il y a aussi plusieurs types de molécules. On a le phénol, qui se travaille très bien entre 130 et 180 degrés, mais comme on ne va pas travailler sur la planète Mercure, ce durcisseur ne nous intéresse pas. On a un autre type de durcisseur qui est un aldéhyde, qui se travaille aussi à température élevée. On a un autre type de durcisseur qui est un thiol et qui se travaille à température basse. Enfin, le durcisseur qui va nous intéresser, c'est une amine, car elle se travaille à température ambiante. Maintenant, je vais vous présenter deux molécules. Cette molécule, vous la connaissez bien par son nom, c'est l'éther, que l'on retrouve par ailleurs dans les peintures lac. Et cette deuxième molécule, vous la connaissez aussi par son nom, c'est l'ammoniac. Maintenant, je vais vous présenter une autre molécule qui s'appelle l'épichlorhydrine. Et ce qui nous intéresse dans cette molécule, c'est ce groupement éther cyclique fermé, qui s'appelle le groupement oxyrane. C'est pour ça que je vous avais montré précédemment cette molécule qui s'appelle l'éther. Nous voyons que c'est une molécule ouverte, et dans l'épichlorhydrine, nous voyons qu'elle est fermée et qu'elle est cyclique. Ce groupement va être très important. Maintenant, je vous présente une molécule qui comporte des groupements amines, NH2. Elle porte le nom d'éthylène diamine car il y a deux groupements amines. Et c'est pour ça que je vous avais présenté la molécule d'ammoniac, car on a un azote lié à 3 hydrogènes et il suffit de remplacer un hydrogène par un groupement carbone et on n'a plus NH3 mais on a NH2 et ici on a un carbone. Et c'est ce NH2 qui porte le nom de groupement amine. Ce groupement amine est beaucoup retrouvé dans le monde vivant. Effectivement, il est retrouvé au niveau des acides aminés dans notre organisme et tous ces acides aminés forment les protéines. Je reviens donc sur les parties importantes des deux molécules que je vous ai présentées, le groupement éthercyclique de l'épichlorhydrine et le groupement amine de l'éthylène diamine. Et ce qui va se passer, c'est que ce groupement amine et ce groupement éthercyclique vont former une liaison, ce qui va coller les deux molécules. Mais une fois ceci fait, cela ne va pas être très intéressant. Et voilà ce qu'ont fait les chimistes. Ils ont pris une molécule de bisphénol A, et cette molécule de bisphénol A été liée à deux molécules d'épichlorhydrine. Comme nous le voyons, ça a donné cette réaction, bisphénol A plus épichlorhydrine a donné le bisphénol A époxyrésine. C'est cette molécule qui est retrouvée dans cette partie du milliput en crème. Et maintenant, si nous regardons de près cette molécule de bisphénol A époxyrésine, nous voyons cette fois-ci qu'elle a deux groupements éthercycliques ou deux groupements oxyranes. Et qu'est-ce qui va se passer? Si j'approche une molécule de durcisseur que l'on retrouve dans la partie bleue du milliput, comme je l'ai dit tout à l'heure, le groupement amine va faire une liaison avec le groupement éthercyclique. Mais de l'autre côté, il va faire aussi une liaison avec le groupement amine. Et comme dans cette molécule d'éthylène diamine, on a un groupement amine de chaque côté, donc on va lier un groupement amine à un groupement éthercyclique, et de l'autre côté, on va grouper un groupement amine à un groupement éthercyclique. Mais comme il y a un groupement amine de l'autre côté, plusieurs molécules de bisphénol A époxyrésine vont se lier entre elles grâce à la molécule d'éthylène diamine. Et on va accrocher ces molécules comme des wagons. Mais parmi les durcisseurs qui comprennent des groupements amines, comme je vous l'ai dit, c'est la partie bleue du milliput, comme l'éthylène diamine, on peut avoir plus de deux groupements amines. On peut avoir le diéthylène triamine. Nous voyons 3 groupements amines. On peut avoir le triéthylène tétramine avec 4 groupements amines. Et enfin, on peut avoir des groupements amines entrant dans une formulation complexe. Maintenant, je vais reprendre ma molécule de bisphénol A époxyrésine qui correspond à la partie en crème.
et je vais prendre une molécule de diéthylène triamine qui correspond au durcisseur en bleu. Et comme je vous l'ai dit, les groupements amines vont se lier au groupement éther cyclique. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez mélanger le bisphénol A époxyrésine et le diéthylène triamine? Eh bien ceci. Regardez le diéthylène triamine, il va se coller à autant de liaisons éther cycliques. Et nous voyons que cette fois-ci, on va avoir une molécule en 3 dimensions, puisque cette molécule, à elle seule, a collé 1, 2, 3, 4, 5 molécules de bisphénol A époxyrésine. Ici, c'est une autre formule car il y a plusieurs types d'époxy, mais c'est strictement la même chose. Donc vous voyez, le durcisseur va assembler dans les 3 dimensions plusieurs molécules de bisphénol A époxyrésine. Mais cela ne va pas s'arrêter là et va se propager de proche en proche. Comme vous le voyez, pendant que vous mélangerez votre bisphénol A époxyrésine et votre diéthylène triamine, les liaisons vont se poursuivre et cela va former un véritable réseau en 3 dimensions. Et il est important de signaler maintenant que la liaison entre un groupement amine et un groupement éther cyclique correspond à une réaction exothermique, c'est-à-dire qu'elle dégage de la chaleur. Donc vous voyez ici qu'il y a énormément de ce type de liaison. Il ne faudra pas s'étonner que quand vous allez mélanger la résine et le durcisseur, que cela va chauffer. Cela correspond tout simplement à la liaison entre le groupement amine et le groupement éther cyclique, et comme il y en a plusieurs, ça va chauffer de plus en plus. Ce phénomène où plusieurs molécules vont être collées ensemble et donner un aspect tridimensionnel en réseau s'appelle la réticulation. Et c'est ce phénomène de réticulation qui va vous faire percevoir la sensation de chaleur quand vous mélangerez la résine et son durcisseur. Dans notre cas, cela ne va pas chauffer beaucoup car nous allons prendre un tout petit peu de durcisseur et de résine. Mais quand des personnes mélangent 1 litre de durcisseur liquide et 1 litre de résine liquide, des fois, ça chauffe énormément. Comme je vous l'ai dit, des fois, ça produit des petites bulles. Et il y a même eu un cas où une personne a mélangé de façon inconsidérée plusieurs litres de résine et de durcisseur. Ça a tellement chauffé, la réaction est devenue incontrôlable et a tout mis dans son jardin en attendant que la réticulation se termine. Mais je vous rassure, cela ne va pas être notre cas car on va utiliser de toute petite dose. Vous allez sentir que ça chauffe, mais sans plus. Voilà, ici j'ai simplifié les molécules. Donc au début, vous allez mélanger la résine et le durcisseur. C'est ce que l'on a ici. La réticulation va commencer à se faire et il va avoir un dégagement de chaleur. Ensuite, la réticulation va se poursuivre et le dégagement de chaleur va continuer. Une fois que la réticulation est tout à fait terminée, le dégagement de chaleur va s'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Notre maquette, bien sûr, le milliput, à conserver de préférence à une température ambiante, ne pas l'exposer à la chaleur. Si vous avez des endroits dans la maison un petit peu plus frais, c'est préférable. Il va nous falloir aussi des outils pour sculpter le milliput. Bien évidemment, vous pouvez utiliser d'autres outils, comme par exemple l'extrémité d'un tournevis, mais ces outils ne sont pas chers. Des fois, ils sont vendus séparément, mais sur Amazon, des fois, on les trouve en pack. Et si vous tapez milliput sur Amazon, des fois, vous trouvez un pack avec le milliput et ces instruments-là. Ça ne coûte pas une fortune. Il faudra aussi une paire de gants, car le milliput peut donner des allergies cutanées, voire des eczémas. Si vous le faites sans gants, il peut ne rien arriver. Maintenant, tout dépend des personnes. Il peut vous arriver quelque chose tout de suite après avoir touché le milliput, comme il peut arriver quelque chose des semaines après. Donc dans le doute, vaut mieux utiliser des gants. Il faut aussi un cutter pour découper des morceaux de milliput, mais vous pouvez les couper autrement. Si vous avez un cutter, vous pouvez utiliser une lame usagée. Il faut aussi prendre des précautions quand vous allez déposer le milliput sur un endroit. Certaines personnes préfèrent le déposer sur du papier aluminium, d'autres sur un morceau de verre, d'autres personnes sur une assiette usagée. Cela aussi peut être du papier cuisson pour le four. Pourquoi utiliser ce type de support? Car le milliput est très collant et si on le met directement sur le tapis de découpe, après c'est difficile à nettoyer. Mais vous pouvez quand même utiliser le tapis de découpe à condition de le mouiller avant. Comme on va le voir, un fin film d'eau sur le tapis de découpe suffit amplement. Et enfin, vous aurez besoin d'un petit bocal d'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour éventuellement mouiller le tapis de découpe si vous n'utilisez pas une autre surface, mais aussi pour mouiller vos doigts à travers
travers les gants ou pour mouiller les instruments pour éviter que le milliput adhère à vos doigts ou aux outils. Et enfin, cette eau peut servir à lisser le milliput. Et enfin, il faut un sopalin imbibé d'eau pour que vous puissiez nettoyer vos instruments tout de suite après les avoir utilisés. Maintenant, nous allons préparer le milliput. Votre tapis de découpe doit être propre, c'est-à-dire exempt de toute poussière et saleté. Vous le nettoyez avec de l'eau tout simplement. Ensuite, vous asséchez le tapis avec du sopalin sec. Voilà, c'est la première chose à faire pour éviter qu'il y ait de la poussière ou des saletés dans le milliput. Ensuite, vous allez préparer les surfaces de la maquette qui va accueillir le milliput. Cela va consister à les dégraisser avec de l'alcool à 70 ou 90 degrés. Peut-être là, nous verrons. Nous voyons ici qu'il y a aussi des déhiscences importantes, donc nous allons dégraisser aussi. Ensuite, vous allez prendre votre pot qui contient de l'eau et imbiber légèrement votre tapis de découpe avec de l'eau. Mais très légèrement, voilà, comme ceci. Une partie du tapis de découpe seulement, pas tout le tapis. Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, quand on pose le milliput directement sur le tapis de découpe, le milliput est très adhésif, ensuite c'est difficile de nettoyer. Et ensuite, vous vous essuyez les mains. Nous avons ouvert la boîte de milliput, sorti la résine et le durcisseur et j'ai enlevé le plastique sur les parties à découper. Vous remarquerez que j'ai mis cela sur la partie du tapis de découpe qui n'a pas été humidifiée. Nous allons découper à peu près 5 mm de chaque partie. Et vous allez plonger le cutter dans de l'eau pour éviter tout simplement que le milliput adhère au cutter. Donc je prends donc 5 mm de chaque, ça sera amplement suffisant. Comme vous voyez, cela n'a pas du tout adhéré. Et ici, je vais faire pareil, je vais prendre 5 mm de cette partie-là aussi. Il faut que les parties soient égales. Et après avoir fait ça, vous voyez qu'il reste un peu de milliput sur le cutter. Il faut tout de suite le nettoyer, car le milliput sèche assez vite. Et après, une fois que c'est durci, c'est difficile de l'enlever. Maintenant, je vais mettre les gants. Et je vais poser les deux parties de milliput que j'ai coupées sur la partie du tapis de découpe que j'ai humidifié. Et ensuite, on referme le plastique sur le durcisseur et sur la résine de façon bien étanche. Et on remet tout dans notre boîte de milliput. C'est pareil pour les gants. Le milliput va adhérer aux gants, donc on va mouiller légèrement les gants. Et on va prendre nos deux parties de milliput que l'on va mélanger. Alors pour mélanger, on va opérer comme ceci d'abord. Il faut que l'on ait une couleur uniforme. Là, comme vous voyez, cela n'est pas uniforme. Et grâce aux gants mouillés, le milliput n'adhère pas aux gants. On va en faire une petite boule. Comme vous voyez, ce n'est pas tout à fait uniforme encore. Alors, surtout, ne vous contentez pas de faire une petite boule. Il faut que la plupart des molécules de durcisseur rentrent en contact avec les molécules de résine. Je vais poser ceci sur le tapis de découpe. Il y a deux façons de faire pour bien homogénéiser le durcisseur et la résine. La première méthode est le gâteau roulé avec de la génoise. Nous voyons ici la génoise et la confiture. Ça va consister à aplatir la résine, puis la rouler comme un gâteau. Et la deuxième façon, cela va être de faire une fine corde que l'on va tresser, comme ce pain brioché tressé.
Pourquoi cela? Tout simplement pour augmenter la surface d'échange entre la résine et le durcisseur et augmenter les probabilités pour que les molécules de durcisseur rentrent en contact avec les molécules de résine. Nous voyons ici, par exemple sur un chauffage électrique, qui nous rappelle vaguement le gâteau à la génoise, nous voyons que toutes ces surfaces plus ou moins alambiquées permettent d'augmenter la surface d'échange entre l'air ambiant et le radiateur, qui permet de mieux chauffer la pièce. Cela se retrouve aussi dans les petits radiateurs électriques portables, où effectivement nous voyons une structure alambiquée, mais qui permet aussi d'augmenter la surface d'échange. Cela se voit aussi dans la nature. Nous voyons ici un animal préhistorique qui est le dimétrodon, et nous voyons une structure sur son dos assez importante. Ce n'est rien d'autre qu'un radiateur. Comme vous voyez, il y a des plis, et ça permet d'augmenter la surface d'échange entre l'air ambiant et son corps. Et ça permet de réguler sa température. Car ces animaux-là n'étaient pas homéothermes, c'est-à-dire n'avaient pas une température constante, mais une température variable. Et donc, ça lui permettait de régler sa température. Un autre exemple de la nature sont les arbres. Pourquoi il y a autant de feuilles? Parce que tout simplement, un arbre a besoin de gaz carbonique, c'est-à-dire de CO2, pour faire la synthèse chlorophyllienne. Et à partir de là, il va fabriquer des nutriments et va dégager de l'oxygène. Mais il y a besoin d'une surface d'échange importante pour capter le plus de gaz carbonique possible. Et c'est pour ça qu'il y a autant de feuilles. Maintenant, regardez bien. Si je retourne cet arbre et que je le mets à l'envers, cela peut nous faire rappeler quelque chose. C'est nos poumons, tout simplement. Comme vous voyez, au contraire de l'arbre qui a besoin de gaz carbonique, nous avons besoin d'oxygène. Et comme vous voyez, toutes ces ramifications qui vont jusqu'aux alvéoles permet aussi d'augmenter la surface d'échange entre les alvéoles et l'air qui permet à l'oxygène de passer dans notre sang et qui nous permet aussi de dégager le gaz carbonique qui est contenu dans notre sang. Donc pour augmenter les chances pour que les molécules de durcisseur rentrent en contact avec les molécules de résine, il faut augmenter la surface d'échange. Comme vous le voyez ici, la surface d'échange est très importante. Imaginez que vous achetez un beignet aux pommes ou aux fraises. Quand vous mordez dedans, vous n'avez pas tout de suite la compote de pommes ou la confiture de fraises. Si d'ailleurs vous avez la chance de la trouver. Alors que là, on va la trouver automatiquement. Et c'est pareil pour le pain brioché tressé. Donc maintenant, je vais appliquer ceci à mon morceau de résine. Je vais donc l'aplatir. Alors on va faire la méthode du gâteau roulé. J'aplatis. Comme vous voyez, il y a encore des parties un peu sombres et je roule. Comme le gâteau roulé. Voilà. Et je mélange à nouveau. Comme ça, j'augmente les surfaces d'échange. J'aplatis à nouveau. Et je roule. Maintenant, comment faire la méthode du pain brioché? On va le mettre sur la partie humide du tapis de découpe et on va mettre notre mastic et on va rouler comme ceci. Et on va continuer à rouler. Comme vous voyez, comme vos gants sont mouillés et que cette partie du tapis de découpe est mouillée, le milliput ne s'adhère pas ni au tapis de découpe ni à vos gants. Une fois que vous avez ceci, vous le tournez sur lui-même et vous faites votre pain brioché tressé. Voilà. Et on mélange à nouveau. Et on recommence. Comme vous voyez, l'eau a commencé à s'évaporer et il commence à avoir des morceaux de milliput qui collent au tapis de découpe. On va les nettoyer. Ça a séché tout simplement parce que je vous ai fait une petite démonstration pourquoi il fallait faire la méthode du gâteau roulé ou du pain brioché. Mais normalement, si vous le faites assez vite, il reste encore de l'eau sur le tapis de découpe. Et on va recommencer notre pain
brioché tressé. Bon, si ça se casse, c'est pas grave. Voilà. Et on continue de mélanger. Et c'est seulement au bout d'un certain temps que vous pouvez faire une boule. Comme vous voyez maintenant, la couleur est homogène. Généralement, il vaut mieux faire ça 4 à 5 fois, que ce soit la méthode de la génoise ou du pain brioché tressé. Je vais faire maintenant ma petite boule. Voilà, regardez, elle est complètement homogène. Et par cette méthode, j'ai fait rentrer en contact le maximum de durcisseur et de résine époxy, qui fait que cela va bien durcir. Je vais en profiter pour nettoyer les restes. Mettez de l'eau, c'est important. Sinon, si vous mettez pas d'eau du tout, cela va adhérer énormément au tapis de découpe. Donc voilà, j'ai ma petite boule de mastic terminée. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 temps. Le premier temps est appelé le temps ouvert, c'est-à-dire c'est le temps où on peut modeler le milliput. Voilà, je peux le modeler comme je veux, je peux faire ce que je veux, etc. Je vais refaire une boule. Le deuxième temps est le temps de durcissement initial. Vous ne pouvez plus déformer cette boule. Par contre, si vous mettez un petit coup d'ongle, il peut avoir une petite déformation, mais ça s'arrêtera là. Vous ne pouvez plus déformer cette boule à l'envi. Et au temps de durcissement final, cette boule va devenir aussi dure que du plastique, indéformable et dure. On comprend facilement le temps ouvert où on peut modifier la forme de la boule, mais pourquoi je fais une différence entre le temps de durcissement initial et le temps de durcissement final? Si vous mettez votre doigt et qu'il apparaît un coup d'ongle sur la boule, vous ne pouvez pas encore poncer. Par contre, si vous mettez un coup d'ongle et plus rien n'apparaît que la boule est très dure, là, vous pouvez commencer à poncer. En règle générale, le temps ouvert dure 1 heure. Donc, vous pouvez modeler la pâte milliput pendant 1 heure. Et donc, le temps de durcissement initial apparaît après 1 heure. Et le temps de durcissement final apparaît au bout de 3-4 heures. Mais c'est une règle générale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la chaleur extérieure est importante, plus le durcissement va se faire rapidement. Donc, si vous modelez votre pâte à 18 degrés, le temps ouvert va durer à peu près 1 heure. Mais si vous modelez votre pâte alors que la température est de 35 degrés, il se peut que le temps ouvert va durer beaucoup moins longtemps, voire une demi-heure. Et donc que la pâte va durcir beaucoup plus vite. Il faut savoir ceci. Mais bon, en règle générale, on a largement le temps de poser la pâte sur la maquette et de la modeler sur la maquette. Il se peut qu'il y ait des restes de milliput sur vos gants. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre vos gants sous le robinet, bien les nettoyer et essuyer avec une serviette. Car comme on va devoir remouiller le tapis de découpe, s'il y a des restes de milliput sur les gants, on va badigeonner le tapis de découpe avec du milliput. Donc voilà, je remets un petit peu d'eau sur le tapis de découpe. Et par ailleurs, un petit peu d'eau sur les gants. Maintenant, on va appliquer le milliput sur l'avion. Donc je prends le milliput et je vais en faire une petite corde. Attention, quand il y a trop d'eau, voilà ce que ça donne. On essuie tout de suite. Ne pas laisser des restes de milliput sur le tapis de découpe. Voilà, donc on va faire une fine corde, très fine même. Et cette fine corde, on va l'appliquer sur la déhiscence au niveau de la ligne de jointure. Comme vous voyez, il y en a largement assez. Pour le moment, j'appuie. Voilà, mais cela ne suffira pas forcément. Maintenant, il faut faire pénétrer le milliput en profondeur. On va prendre ce type d'instrument qui est très bien. N'oubliez pas à chaque fois de plonger vos instruments dans l'eau. Si vous ne les plongez pas dans l'eau, regardez ce qui va se passer. Le milliput va adhérer à l'instrument et une partie du milliput va partir de la maquette. Donc, il est très important de mouiller l'instrument auparavant. Et là, vous voyez, ça n'adhère plus. Et vous pouvez lisser tranquillement. On peut continuer de lisser avec les doigts, il n'y a aucun souci. Maintenant, on peut enlever ce qu'il y a de trop. Voilà. Et faire une surface plane. Et on continue à lisser avec de l'eau.
Si vos gants sont trop imprégnés de milliput, n'hésitez pas à les laver au robinet. Voilà, j'ai lavé mes gants au robinet, ils sont humides et je vais continuer à lisser avec de l'eau. Et voilà, le milliput a bien rempli sa mission, d'autant plus qu'il ne va pas se rétracter, contrairement au mastic AK. Il ne faut pas oublier d'enlever le milliput sur les lignes de structure, si besoin. Et on va continuer à mettre du milliput ici. Voilà, j'ai comblé avec du milliput l'espace important qu'il y avait ici. Généralement, cela sèche au bout de 3-4 heures, mais dans notre cas du tuto débutant premier niveau, je préfère laisser sécher 24 heures. J'ai donc laissé sécher 24 heures, et le mastic milliput a donc complètement colmaté la brèche. Et si nous regardons à l'arrière du cockpit, ici, il y avait un trou qui donnait directement à l'intérieur du fuselage, il a été complètement colmaté aussi. Ne faites pas attention à la peinture qui est un peu partie, car au bout de plusieurs chapitres, cet avion a été manipulé plusieurs fois et il y a de la colle extra fluide, du paint remover qui est passé par là. Il suffira de repeindre tout simplement. Quoi qu'il en soit, le mastic milliput a bien colmaté la brèche et a bien colmaté le trou. De l'autre côté, il y avait une très fine ouverture, donc j'ai colmaté avec du mastic AK à l'eau. Donc les déhiscences sur les jointures entre les ailes et le fuselage ont été comblées à gauche par du mastic milliput et à droite par du mastic AK à l'eau. Le trou à l'arrière du cockpit a été comblé par du mastic milliput et la déhiscence à l'avant du cockpit a été comblée par du mastic AK à l'eau. Sur le dessous de l'avion, on a comblé les déhiscences ici et là par du mastic AK à l'eau. Les restes de mastic AK à l'eau ici peuvent s'enlever très facilement par du paint remover. Et on nettoiera par la suite le surplus de mastic AK à l'eau ici et le mastic milliput ici. Et enfin, nous avons comblé à l'arrière la déhiscence au niveau du fuselage par du mastic AK à l'eau. Donc il n'y a plus qu'à nettoyer les restes de mastic AK à l'eau avec du paint remover. Et il n'y a plus qu'à poncer au niveau de la jointure entre les ailes. Pour le nettoyage et les jointures, dont le comblement des lignes de structure, il faut se reporter au chapitre 21, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description. Je vais donc prendre d'abord du papier de verre grincissant. Ensuite, je vais continuer avec une éponge mousse grain 1500. Donc voilà, j'ai poncé en haut et en bas les lignes de jointure entre les ailes et le fuselage. Pour le mastic milliput, l'idéal est de prendre une petite pointe et de le passer sur les lignes de structure. En dessous de l'avion, j'ai nettoyé et j'ai poncé. Comme vous voyez, c'est beaucoup plus propre. Ici, un peu de peinture est partie, mais on va repeindre. J'ai ici gratté les restes de mastic milliput et ici, les restes de mastic AK. Il reste un bout de mastic AK ici, mais il vient du dessus de l'avion. Et comme il comble une brèche, je vais le laisser. Je n'ai pas poncé le trou au niveau de l'arrière du cockpit, car on a très bien sculpté le milliput. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons une technique particulière pour les débutants des premiers niveaux, avant de poursuivre le collage de certaines pièces de l'avion et de peindre l'avion. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant ou en cliquant sur le cercle Reste Modèle ou sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo et un pouce bleu me ferait plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation.